Dans ce podcast, vous faites connaissance avec François Badenès, qui revient avec vous sur son parcours, vous parle de ses différentes expériences d'entrepreneur, il revient sur ses échecs, sur ses réussites. Aujourd'hui, François est un acteur incontournable de l'innovation managériale, notamment grâce à un événement dont il est à l'origine, qui s'appelle la Fabrique du Changement. Cet épisode est particulièrement riche et inspirant, alors bonne écoute. Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien. Donc je m'appelle François Badenès, j'ai 54 ans, je suis né à La Rochelle, je suis sociologue de formation, donc féru de sciences sociales et je m'en suis souvenu un peu tardivement après avoir emmerdé pas mal de gens pendant 25 ans sur le web, les usages du web et évangélisé autour du numérique. Aujourd'hui je suis en plein coming out digital et surtout je me réancre sur ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire l'humain. Mes activités d'aujourd'hui, c'est d'abord des activités de consultant et de coach, j'accompagne les transformations et puis j'anime beaucoup d'ateliers créatifs, j'ai une grosse activité de conférencier, c'est un de mes dadas en ce moment. Puis bien sûr l'événement La Fabrique du Changement qui est parti de Nantes il y a 6 ans et qui est devenu un événement un peu de référence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi enfant, comment t'étais et dans quel environnement t'as grandi ? Alors j'ai grandi dans un environnement heureux, j'avais des parents qui s'aimaient et qui étaient assez chouettes, qui voyageaient beaucoup, qui recevaient beaucoup. Il y avait tout le temps des étudiants à la maison, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'étant plus étudiants et étant déjà rentrés dans la vie active, faisaient partie de tout un tas d'associations d'accueil d'étudiants étrangers, etc. Donc petit, j'étais très habitué à être entouré d'adultes. Et on me laissait d'ailleurs être dans cet environnement d'adultes, entrer en contact, donc voilà, il faisait pas mal la fête aussi, et mon père était un tribun un peu avec un vrai charisme, qui avait un effet de tribu, bon, je suis peut-être inconsciemment dans le mimétisme parfois, voilà, il agrégé pas mal d'amitiés, de potes, on partait en voyage en tribu, on était toujours 3-4 familles, à découvrir des trucs pas possibles, donc ça c'était plutôt chouette, donc vraiment moi un souvenir d'enfant heureux, vivant au milieu des adultes, j'avais 2 grandes sœurs très chouettes, et puis voilà, La Rochelle, c'était un bonheur quand t'es petit. La Rochelle c'est génial, quoi. Tu vas à la plage après l'école, quoi. Donc et puis il y a des lumières, il y a les gens de l'Ouest aussi, tu croises tout le temps des voileux un peu décoiffés, toujours bon. Ah ouais. On était bronzés toute l'année, on avait bonne mine toute l'année, donc voilà, c'était assez merveilleux. Et puis la chance d'avoir des parents qui s'aiment et qui aiment recevoir, qui aiment l'échange. Ouais, ça voilà, t'ouvre l'esprit, ça. Ouais. Papa écrivait beaucoup, maman était très bienveillante et très en empathie et vraiment ce goût du contact. Voilà, c'est un peu les images qui me restent. Après, ils se sont séparés, il y a eu d'autres histoires et des deuils à faire à 12-13 ans d'une famille recomposée. Mais voilà, en tout cas, la petite enfance très heureuse, l'adolescence un peu secouée avec plusieurs déménagements, le divorce de mes parents, etc. Mais bon, ça forge aussi, ça fait plutôt des jeunes adolescents un petit peu plus mûrs. Surtout qu'à l'époque, divorcé, enfin moi en plus j'étais chez les jésuites si tu veux, donc Ça, voilà, enfant de divorcé. Oui, mes parents m'avaient inscrit chez les jésuites. Alors les jésuites, peu de monde le savent, mais en fait c'est l'extrême gauche du Vatican. Et à l'époque, c'était les méthodes Freinet et Montessori, donc j'ai eu la chance moi d'être dans un environnement particulier, avec la dimension spirituelle qui m'a saoulé assez vite, et puis plus tard j'y suis revenu mais d'une autre façon, tu vois, mais à l'époque ça me permettait de m'opposer à quelque chose justement, mais par contre les méthodes d'éducation étaient juste géniales, c'est-à-dire qu'on faisait de l'expression corporelle, on faisait de l'art oratoire, on faisait de la musique contemporaine, on faisait des spectacles sur les Pink Floyd et Jean-Michel Jarre, et je te parle de ça au milieu des années 70, quoi. Donc ils n'étaient pas en retard, loin s'en faut. Et puis j'avais moi certains enseignants qui étaient des mecs qui étaient prêtres ouvriers au Nicaragua et auxquels il fallait pas raconter la vie parce que voilà, petits bourgeois que nous étions, eux ils revenaient de trucs où ils s'occupaient des enfants des favelas, quoi. Donc ça nous permettait aussi, je pense, ça m'a apporté aussi des choses sur la mixité sociale. Mes parents m'avaient inscrit aussi dans des colos qui s'appelaient le GERP, je m'en souviendrai toujours, groupement d'études et de recherche pédagogique. Donc ça consistait à mettre des petits branleurs comme moi, enfants de milieu bourgeois, au milieu de gamins des cités.
et puis d'observer ce qui se passe. Bon, ce qui se passait, c'est qu'on se faisait pas mal casser la gueule. C'est vrai. Mais ça permettait d'être confronté aussi à d'autres milieux et d'autres machins. Et voilà, donc tu vois, par exemple, on a fait le tour de la Corse en vélo, l'année suivante, on l'a fait à la voile, donc, et avec de la mixité sociale. Et, en n'ayant pas fait mon service militaire en plus tard, j'étais bien content finalement d'avoir au moins vécu ces épisodes-là. Et je remercie aussi mes parents justement de ne pas avoir souhaité faire moi de juste un enfant privilégié, etc. et d'être confronté rapidement à d'autres milieux, c'était intéressant. T'ouvrir l'esprit, voilà. Ça devait être super. Avant d'entreprendre, François a un parcours qui lui permet de découvrir des univers variés, riches en apprentissage. Ses études à Sciences politiques Bordeaux terminées, François commence son parcours dans une mutuelle. Il sera ensuite nommé directeur de la communication dans un hôpital parisien, où ses missions principales sont de favoriser les bonnes pratiques et d'accompagner au changement. On a fait plein de trucs, on est allé voir des hôpitaux ailleurs, on a fait du benchmark de bonnes pratiques, on a été visiter les urgences en Suède, voilà, j'ai fait un CD-ROM avec l'assistance publique hôpitaux de Paris sur toutes les bonnes pratiques en Europe, pour essayer de nourrir en fait l'hôpital européen, dont la vocation était vraiment de devenir un laboratoire de bonnes pratiques dans le milieu hospitalier français. Puis dans les petites fiertés, j'ai été le premier hôpital à faire rentrer la fête de la musique dans l'hôpital, à l'époque même avec un groupe de rap, pour te dire. Et puis l'année suivante, ça a pris comme une traînée de poudre, puisque Necker, l'hôpital d'enfants, a utilisé mes contacts du ministère de la Culture pour faire rentrer la fête de la musique, et c'est là que la fête de la musique est rentrée dans tous les hôpitaux à Paris. Il aura ensuite l'occasion, en entrant chez Microsoft, de découvrir un management bien différent. Bien qu'il ne s'agissait que d'un contrat d'1 an, c'est là encore une expérience qui le marquera beaucoup. Le jour de mon arrivée, c'est le numéro 2 de Microsoft qui m'a reçu, qui était mon manager direct, qui me dit « Bonjour François, bienvenue chez nous, je suis top manager, donc j'essaye de gérer mon inutilité. » Et il marque un silence, il gère son inutilité. Il dit « Bah oui, mon inutilité, parce que en fait ma vraie utilité, c'est d'être au service de la réussite de mes collègues. J'ai pas d'autre mission que de vous aider à réussir vos projets et vos missions, donc je suis à ta disposition. » J'ai appris ce que c'était qu'un intranet performant et collaboratif, orienté collaboration. Et puis surtout, j'ai appris ce que c'était que des postures managériales visant l'efficience humaine et économique, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait être à la fois sympa et efficace, enfin des trucs un peu de bon sens, si tu veux, et un peu particulier à la culture managériale anglo-saxonne, qui privilégie beaucoup l'humain, l'initiative, l'autonomie, la créativité des collaborateurs, là où moi je sortais de grosses machines. Suite à cela, il revient s'installer dans l'Ouest et est engagé par la ville de Nantes pour participer au développement économique. Donc j'ai contribué à la promotion de la destination de Nantes il y a un peu plus de 20 ans. Et le développement économique, c'est absolument passionnant. Et j'ai été amené à travailler avec plein de monde. Et le premier truc qu'on m'a demandé quand je suis arrivé, c'était d'intégrer la task force de l'organisation de la Coupe du Monde de football de 98. Et là, c'était pareil, passionnant, donc avec les acteurs de la culture, du tourisme, de l'économie. Voilà, on m'a demandé par exemple, moi, de m'occuper de l'accueil des délégations étrangères. À Nantes, il y avait le Brésil, le Japon, les États-Unis. Et donc, il fallait accueillir et imaginer des parcours pour ces gens-là. Donc, c'était plutôt sympa. Son dernier poste avant d'entreprendre sera auprès de la région Pays de Loire qui lui confie la mission de développer le numérique dans l'Ouest. Il travaille sur de beaux projets et rencontre des gens passionnants, mais l'idée de l'entrepreneuriat commence à naître dans son esprit. Grosso modo, ça allait pas assez vite pour moi. Donc c'est là que je me suis dit, que faire de tout ça. Donc j'ai quitté la région Pays de la Loire après 3 ans et demi de mission. Et puis là j'ai décidé de m'installer, parce qu'en fait je me disais, mais où que j'aille, je risque de trouver que ça va pas assez vite parce que j'ai un tempérament impatient, pas suffisamment toujours d'autonomie. Après, la question des moyens m'inquiétait un peu, bien sûr, c'est pas évident. Mais voilà, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai profité des droits au chômage pour préparer mon projet, le structurer. J'ai fait une très belle rencontre aussi, surtout avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Blanchery, à l'époque, qui était un mec que j'apprécie, qui est devenu mon associé. Et donc j'ai eu quelques années passion autour du knowledge management. D'accord. Donc partage des connaissances et du savoir, accès du savoir, transition digitale. D'accord. Et puis petit à petit, au bout de 2 ans et demi de collaboration avec Jean-Marc en tant qu'associé, lui il était à Nice, moi j'étais à Nantes, c'était pas évident en fait. Jean-Marc m'a apporté au moins un truc essentiel, c'est qu'il m'a fait découvrir les cartes mentales. Et ça a été un temps fort dans ma vie, parce que depuis 20 ans que j'ai découvert, grâce à Jean-Marc, les cartes mentales, ça ne m'a jamais quitté. Je mène tous mes projets, et je structure ma pensée, mes projets opérationnels, mes sociétés, les collectifs que j'anime, tout est
en carte mentale, ça me fait gagner un temps fou, et puis surtout en efficacité visuelle, quoi. En fait, ça consiste à tout simplement, au lieu de structurer sa pensée ou ses idées de façon linéaire, hiérarchisée, donc par exemple quand je prends des notes petit a, petit b, petit c, voilà, ce mode linéaire hiérarchisé n'est pas du tout intuitif, en fait, parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Et donc ça c'est très important. Et les cartes mentales, c'est tout simplement organiser, dessiner en fait un sujet central et des branches qui partent autour du sujet central pour organiser sa pensée. Et dans la version logicielle, puisqu'il y a des logiciels de cartes mentales, de mind mapping, ça permet de conduire des projets, de mettre des liens au bout des branches, etc. Donc c'est une autre façon d'organiser ses données, sa pensée, et donc de driver aussi son organisation personnelle et collective. Avec une vision systémique des projets, là où le mode linéaire hiérarchisé en fait focus sur les détails mais nous fait perdre la vision méta. Oui. Voilà, donc quelques années de consulting avec Jean-Marc autour du knowledge management, quelques belles missions réussies, notamment. Comment ça se passe là? Ça dure combien de temps? Tu dis 2 ans à peu près? Ouais, 3 ans à peu près. Et après, pour le coup, j'ai monté ma première structure. D'accord. Et puis, j'ai mon compagnon de route qui est toujours dans les parages, qui s'appelle Olivier Dutel, qui m'a rejoint à ce moment-là. Je l'ai tanné pour qu'il me rejoigne. On a développé ensemble Atlantic Management, qui est par la suite devenu Human Connect. D'accord. Voilà. Parce qu'Atlantic Management, c'est... Atlantic Management, c'était un peu la suite d'IKM Atlantique, tu vois, des missions de coaching et surtout de consulting plutôt, hein, conseil, voilà, mais avec une offre pas très claire. Enfin, c'était beaucoup autour de l'entreprise collaborative, mais c'était pas super bien packagé. On se cherchait un peu, on développait, on expérimentait aussi, on faisait de la recherche, hein, voilà, sur nos produits. Et puis à un moment donné, moi j'ai essayé de focuser un peu sur quelques ateliers de créativité, quelques missions types qu'on pouvait faire, et en même temps on restait déjà quand même dans une promesse de sur-mesure. Donc c'est pas facile de marketer du sur-mesure en fait. Il faut faire comprendre finalement les fondamentaux du cadre dans lequel tu interviens, et puis dire après à tes clients, finalement le reste on va le co-construire ensemble, mais c'est ça qui va donner de la valeur, quoi. Donc l'aventure Atlantic Management et Human Connect, c'était aussi ça, c'était un regard un peu décadrant du métier de conseil, en disant voilà, on est peut-être un peu atypique. Parce que Human Connect, c'est une plateforme. Alors Human Connect, Human Connect c'est une entreprise, c'était une entreprise. Donc le cœur de propos, c'était vraiment développer le collaboratif et l'entreprise collaborative, avec un volet conseil, formation, accompagnement et un volet logiciel, une plateforme. La création, en l'occurrence, d'une plateforme qui s'appelait Human Community. Que vous avez développée. Qu'on a développée. Et c'est là où on a laissé des plumes, on s'est cassé la gueule, en fait, parce qu'animer une équipe de développeurs, tu vois, on a eu jusqu'à 20 salariés quand même dans cette structure, on a levé des fonds. Donc j'ai connu aussi tous les affres de montage de start-up. Tu veux bien en revenir un peu Oui, dessus. je vais en parler. Donc, Atlantic Management, quand on a décidé d'arrêter Atlantic Management et de monter Human Connect, j'étais très investi à l'époque et je venais de co-créer la cantine numérique de Nantes. Je suis l'un des 3 cofondateurs de la cantine numérique de Nantes. Puisque, comme je te le disais tout à l'heure, comme ça faisait longtemps que je cassais les couilles de tout le monde sur l'évangélisation des usages du web, etc., j'avais monté des applis, des trucs, et donné des coups de main à d'autres startups. Et puis, donc j'étais un peu le vieux con de la bande sur le web. Bref, de l'événementiel, du réseautage, et Human Connect dans tout ça. Start-up un peu atypique parce que à la fois du service et puis une équipe de dev pour, le souhaitions-nous à l'époque, créer le meilleur réseau social d'entreprise open source de France. Beaucoup de travail avec l'école du design, beaucoup de travail, une obsession du design de l'information et de l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on considérait comme un des principaux défauts des plateformes traditionnelles de réseaux sociaux d'entreprise. Si tu veux, on s'est dit, on va développer une plateforme assez exemplaire dans son design, dans ses usages, etc., qui favorise le collaboratif, qui peut venir se greffer, se plugger à un intranet collaboratif. Et puis on va faire aussi de l'accompagnement, parce que pour que ça marche, il faut que les gens soient formés et en aient compris le sens. Voilà. Donc c'était ça nos 2 piliers. On a réussi à lever 400 000 euros, alors qu'on avait besoin d'1 million. Et les 600 000 qui nous ont manqué, ils ont manqué vraiment. C'est-à-dire ils nous ont manqué dans des trous de trésorerie, parce qu'à la finale, on s'est cassé la gueule après 5 ans.
sur des histoires de trésorerie, notamment de grands comptes qui nous ont mal payés à 3 mois, 4 mois au lieu de... Voilà. Ah, c'est ça qui a... Donc, encore un grand boîte. merci, un grand bravo aux collectivités locales et aux grands comptes qui payent. Plus c'est gros, plus ça génère structurellement du dysfonctionnement, notamment sur les délais de paiement. Alors ça s'est un peu amélioré depuis, mais je connais quand même un paquet de boîtes qui ont coulé à cause de ces conneries-là, et nous en l'occurrence, comme on avait un besoin en fonds de roulement qui était insuffisant. On le savait, on l'avait vu, on avait alerté tout le monde là-dessus. Donc on n'était pas des petits lapins de 6 semaines. On savait tout ça, mais justement c'est pour ça qu'on avait besoin d'un peu plus de sous, parce que notamment pour financer ce voyou de BFR, le besoin en fonds de roulement qui est... Voilà. Donc aujourd'hui, dans mon façon de driver l'entreprise, je suis aussi très attentif à la trésorerie, parce que quand t'as pas de trésor, c'est la merde, quoi. Donc j'ai beaucoup appris aussi de ces échecs-là. Ça a été... il y a un chiffre que je tiens à communiquer. J'ai eu l'occasion de présenter 48 fois le pitch de l'entreprise. Trouver des fonds, trouver des partenaires, évangéliser. Il y a un truc que je voudrais dire, c'est sur les 48 fois où on a présenté notre projet, on a été encouragé 3 fois. Voilà, c'est ça la France en fait. C'est que je vais aux États-Unis, je vais dans la Silicon Valley, je rencontre 10 personnes dans la même soirée, je dis 10 fois que je suis entrepreneur, ils me disent 10 fois bravo. Déjà bravo d'entreprendre. Déjà bravo d'avoir les couilles de faire quelque chose, de risquer tes sous à toi, parce que faut juste pour rappel, les patrons des grandes entreprises, c'est pas des entrepreneurs, ils ont jamais mis un sou de leur poche et ils prennent pas de risque, ils ont pas de risque perso, tout le temps ils seront là, puis ils font un plan de carrière, 3 ans après ils sont dans une autre boîte, on s'en fout en fait. C'est éventuellement des super managers drivers, mais c'est pas des entrepreneurs. Donc quand tu es dans une petite boîte et que tu es dans un contexte culturel comme ça où tu as si peu d'encouragement, c'est un peu dur. Alors, j'avais pas besoin de ça, mais franchement, j'aurais envie de dire aux comptables de tous bords, etc., vous pouvez tout à fait, quand vous regardez un business plan, vous examinez le business plan qui vous est présenté, relever des points de progrès, faire attirer l'attention, mais commencez déjà par féliciter les gens que vous avez devant vous, parce que c'est eux qui vous nourrissent. C'est vrai. Voilà. Ceci étant dit, alors ça fait un peu discours de vieux con de droite, je trouve, mais j'ai envie de le dire parce que vraiment cette reconnaissance, quand tu vois je pense aussi le temps que tu y passes, les burn-out que tu fais, moi j'ai fait 2 burn-out quand même, dont un sérieux ou qui m'a mis 6 mois dans les choux. C'était quoi? C'était après Human Connect, enfin même pendant Human Connect en fait, 2 ans avant. Tu peux en parler un petit peu? Enfin, c'est intéressant. Oui, je peux en parler, c'est très surprenant le burn-out parce que je lisais déjà des choses là-dessus autour du bien-être, en plus ma femme est sophrologue, psy, donc en fait j'étais un peu... Elle voyait tous les signaux, etc. Et puis en fait, un matin, alors d'abord tu as des colères permanentes, tu sais, tu t'énerves pour un rien, etc. Et puis un matin, voilà, le réveil sonne à l'heure normale, et puis tu dis à ton corps de te lever pour aller sous la douche, et puis en fait il bouge pas. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton cerveau ne commande plus ton corps. C'est très 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 étonnant, très surprenant, un peu angoissant. T'as plus de pile en fait, t'as plus de pile. C'est-à-dire ton cerveau dit là faut y aller, puis en fait le corps répond pas. Tu bouges pas. Et tu pleures. Tout d'un coup, blah. Donc c'est émouvant, T'avais des enfants à l'époque? Oui, bien sûr. Ça doit être qui encore vivaient plus plus avec dur. nous, parce que mes enfants vivaient avec leur maman D'accord. à Paris. Donc voilà, non, c'était pas dur de les avoir, parce qu'au contraire, elles ont été plutôt soutenantes. Dans ces cas-là, tu passes par plein de choses. C'est-à-dire, tu as la culpabilité de dire oui, mais alors, bon, ça me ressemble pas d'avoir pu avoir d'énergie, il faut que je me bouge, machin, tout. Mais sauf qu'à un moment donné, vraiment, quand tu y es, les piles sont retirées, c'est très spectaculaire. Tu as vraiment l'impression qu'on t'a retiré ta batterie et que terminado, quoi. Et là, il faut te reposer. Là, il faut absolument te reposer, il faut absolument t'ennuyer, te reconnecter à la nature, te reconnecter à toi-même. Prendre du temps en fait. De toute façon t'as pas le choix, là ton corps te le dit, tu craques, tu es dans une espèce d'hypersensibilité, voilà, tu pleures, tu sais pas pourquoi, enfin c'est un sentiment dépressif en fait. Oui. Un burn-out, c'est une dépression. C'est passionnant aussi, c'est enrichissant parce que comme toutes les claques que tu prends dans la gueule, tu te poses des questions derrière, tu essaies de rebondir, etc. Bref, maintenant j'ai appris à détecter les signaux. Avec le recul, quelles étaient les causes de ça? Le surstress, c'est-à-dire l'impression de... Quand tu es chef, c'est une des difficultés aussi d'être chef d'entreprise et de monter des boîtes, c'est que tu es tout à la fois, tu es comptable, tu es DRH, tu es marketeur, tu es dans le management opérationnel, tu es dans la négo, tu es dans les réseaux, tu es commercial, tu produis tes missions, à un moment donné, voilà, et puis 80 heures par semaine, les week-ends qui y passaient, une partie des vacances. Au niveau financier, ça allait la société?
C'était dur. Non, c'était dur, Ouais. dur. Il nous manquait de la trésor, comme je te le disais. Et voilà, on n'avait pas le rythme de croissance espéré, tout simplement parce qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps à évangéliser nos clients. Tu vois, on était dans la sensibilisation en fait du marché. Alors aujourd'hui, je lancerais la même chose, on serait les rois du pétrole. Et on ferait peut-être une bascule, même si c'est pas mon fantasme. Mais voilà, on était trop tôt. Oui, c'est ça. On était 5-10 ans trop tôt. En fait, on s'est aperçu que, au-delà de la satisfaction intellectuelle de se dire j'ai raison, ça sert à rien d'avoir raison trop tôt en fait. Si t'es pas, et c'est quand même ça une des difficultés parfois aussi des aventures entrepreneuriales, c'est de savoir si t'es dans le bon moment ou pas. C'est-à-dire t'as une intuition de marché, t'as des bons produits, t'as une bonne vision, bah tu dis faut y aller quoi. Mais sauf que si tu te dis en même temps mais là ils sont pas prêts, c'est pas mûr, je vais perdre une énergie folle à évangéliser, etc. Alors ce que j'adorais faire, donc je le faisais quand même si tu veux, mais t'y laisses des plumes en termes de fatigue parce que voilà faut mouliner. Avoir trop raison trop tôt ou avoir un très bon produit mais si le marché n'est pas mûr, en fait ça sert à rien. Mais comment savoir? Parce qu'en même temps tu te dis si j'attends un peu, il y a un autre Lascar qui va sortir un bon truc et je serai pas là au bon moment, donc c'est très compliqué. Je pense qu'il faut écouter ses intuitions. Ça c'est aussi une des leçons que j'ai appris ça fait un petit peu plus de 30 ans que je travaille. L'intelligence émotionnelle, ouais, c'est pas une formule. T'as parfois des intuitions de marché, t'as des trucs qui se mettent pas en nomenclature Excel. J'ai entendu il dire faut que savoir les écouter. tout ce qui était intuition, feeling, etc., en fait, c'était notre cerveau qui captait des signaux Bien sûr, qu'on n'arrivait pas à interpréter, mais on les a captés. bien sûr, comme les rêves d'ailleurs. Et voilà. Il retraduit, y compris sous forme de rêve, parfois des analyses de situations complexes. C'est passionnant, c'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle ou l'intelligence émotionnelle. Et très clairement, l'intuition en fait partie. Et ça, on nous désapprend ça. C'est ça. Et on nous fait croire, surtout dans cette république d'ingénieurs hyper-normative où Descartes a fait beaucoup de mal. Putain, il serait temps de s'en débarrasser parce que c'est pas du tout adapté au monde dans lequel on est désormais. Donc l'hypranormatif qui essaie de nous faire croire que la rationalité c'est ça, enfin tu vois, et de pas trop. On met un peu tout ce qui est émotion et machin sous le tapis quoi. C'est irrationnel. C'est irrationnel. Exactement, t'as tout dit quand t'as dit ça. Alors qu'en fait, ça fait partie de ce qu'on est, ça fait partie de nos intelligences, ça fait partie de ce que perçoivent les autres. De toute façon, 80% des réactions quotidiennes de l'humain sont basées sur des émotions. Le reste, c'était la littérature. Les pubeux l'ont très bien compris. Ils ne travaillent que sur la réaction émotive, alors pour le meilleur et pour le pire, mais enfin voilà, pour revenir à Human Connect, donc fin de l'aventure, une aventure passionnante, j'y ai quand même laissé des plumes, et financières, personnellement, parce qu'ils sont venus chercher des cautions personnelles derrière et tout, et c'est, tu vois, 5 ans après, pas encore complètement réglé, parce que appel contre appel, ils ont perdu 3 fois, mais voilà. Bon après, moi je m'en fous, parce que j'ai tourné la page, j'ai rebondi, etc. Et puis de toute façon, je n'aurais même pas pu faire la fabrique du changement et le succès relatif que nous avons aujourd'hui. Il est aussi basé sur toutes ces petites graines semées pendant des années qui ont conduit à l'échec de Human Connect, ok, sans doute pour une raison de timing aussi de marché. Et par contre, mais moi je suis resté tenace sur mes positions, sur la vision que j'avais de l'entreprise. J'ai continué à parler de coopération, d'entreprise étendue, d'intelligence collective, à avancer sur cette trace-là, parce que sincèrement, je crois que c'est le meilleur chemin pour s'adapter aux transformations en cours et à la complexité. Donc, je ne regrette pas pour autant Human Connect, parce que aventure casse-gueule mais passionnante, j'ai beaucoup appris, y compris en me plantant, et la fabrique du changement ne serait sans doute pas ce qu'elle est si je n'avais pas vécu ça. Et donc, vas-y, parle-nous de la fabrique. Donc la fabrique, en fait... Donc c'est après Human Connect. C'est après Human Connect, 2013-2014. Été 2013, je sens que les trucs sont en train de tourner pour Human Connect. Je me bats comme un beau diable avec Olivier, mon associé, jusqu'au bout, devant le tribunal, pour essayer on a tout essayé. Mais j'avais déjà conscience 6 mois en gros avant la liquidation, si tu veux, que voilà, que ça sentait pas bon quoi. Donc j'essaye d'imaginer la suite et comment je pourrais rebondir. Comment tu communiques ça aux équipes? Je communique pas aux équipes, pas à ce moment-là. Je réfléchis, je prends du temps de recul. L'été 2013, j'en parle par contre à la rentrée. Et là j'ai vécu un truc humain génial, c'est-à-dire que le concept de la première édition de la fabrique, l'événement, on l'a fait un peu en famille, tu sais, un peu en tribu. Et alors que mon équipe venait d'être licenciée, par nous, par le tribunal, en l'occurrence, suite à la prononciation de la liquidation judiciaire. En fait, la liquidation judiciaire, ça est prononcé quand tu peux plus payer les salaires.
ce qui entraîne directement ta mise en liquidation judiciaire, c'est quand tu peux plus payer les salaires et les charges. Non seulement j'avais les dettes de l'entreprise à régler, mais j'avais droit à zéro, ni en formation, ni en chômage, ni quoi. Je comprends pas. Quand par exemple, il n'y a pas un droit partiel au chômage, et au moins des droits à formation pour rebondir, s'organiser. Enfin, c'est... En tout cas, le rebond se fait, et surtout, l'aventure humaine formidable, c'est que mon équipe, bien qu'ayant été licenciée, m'a aidé jusqu'au bout à monter, et m'a aidé bénévolement sur les 3 derniers mois à monter la fabrique, l'événement. C'était une sorte de... je sais pas, de don et contre-don, sans doute qu'ils avaient quand même aimé l'aventure et voilà donc c'était chouette. Ça, en tout cas, ce renvoi humain-là, tu vois, j'en ai des émotions rien que d'en parler parce que dans ma vie pro, ça a été un moment fort, quoi, de voir toute ton équipe au chômage depuis 3 mois, t'aider jusqu'au bout, tu te dis, bon, j'ai pas tout loupé, peut-être. C'est bien. Donc ça, c'était chouette. Et puis pour le coup, en fait, la Fabrique du Changement, l'événement, d'abord, je me suis rappelé que j'avais fait beaucoup d'événements dans ma ville. Je t'ai parlé de la Task Force de la Coupe du Monde 98. Là, c'était gros truc quand même. Faire venir l'équipe du Brésil et des gamins qui ont joué sur la place Saint-André. On a fait venir des tonnes de sable. On a défini une politique avec des animateurs de quartier, etc. Enfin, on a fait des trucs dingues. Et puis, j'avais, au développement économique aussi, fait beaucoup de salons à l'international, etc. Bref, j'avais un vrai goût pour l'événementiel et je me suis dit, en rebond, au-delà de ce que je peux faire en tant que coach ou consultant, l'événementiel, c'est vraiment chouette. Donc j'ai eu envie de développer après la première édition. Et puis il y a un collectif qui est né de ça, qui s'appelle les Artisans du Changement, qui est toujours là, parce que j'avais pas envie de faire ça tout seul. Et puis surtout, les gens qui m'avaient aidé, on s'est dit à un moment donné, faut qu'on aille un cran plus loin, quoi. Pas seulement un événement, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? Et puis on s'est aperçu qu'on avait plein de complémentarités, qu'il y avait des pépites de talents, et les Artisans du Changement, c'est une agrégation de talents indépendants. Et puis je pense que tu vois aussi les choses un peu différemment à 48 ans ou à 50 ans, ton réseau, enfin toi, tes enjeux personnels, ta projection, t'as peut-être une posture aussi, moins d'ego, qui font que tu vas plus facilement vers les autres. Et puis on a la chance d'être sur un territoire dans l'Ouest aussi où il y a une culture de la coopération qui est chouette. Donc voilà, les Artisans du Changement, après, tu vois, la cantine numérique, c'est une autre aventure collective qui m'a remis vraiment aussi reconnecté au terrain social, notamment à l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement, et puis à des gens qui travaillent dans l'accompagnement, dans le conseil et dans l'humain, quoi. Voilà. Après 20 ans, après 10 ans de digital à fond les ballons, ça m'a fait du bien. Et là, toi, aujourd'hui, tu manages cette structure ou tu manages quoi exactement? Alors, j'ai été président de la structure les 5 premières années, en assumant un mode de leadership un peu autocratique pour que ça avance. Et voilà, je fais souvent ça. Au début, c'est efficacité, marketing du machin, réseau et tout. Et puis là, on a remis, heureusement, de la démocratie dans le système, donc je me suis retiré. Avec l'une de mes fiertés, c'est d'avoir modifié les statuts avant de partir avec tout le collectif pour qu'il y ait une stricte équité femmes-hommes à tous les postes dans l'association. Pendant 5 ans, tu as managé le développement de la Fabrique du Changement. La Fabrique du Changement. Aujourd'hui, tu fais quoi? C'est quoi ton périmètre de... Déjà, j'ai mis une équipe, parce que nous sommes 5 désormais, alors que je m'étais promis de ne pas recruter, de ne pas développer, etc. J'ai le pied sur le frein, mais... créer l'emploi, c'est quand même chouette. Ouais, c'est ce que je préfère. Je passe quand même pas mal de temps sur la production de clients. C'est à peu près 25%, 30% de mon temps. Produire des missions de coaching ou de conseil. Et comment ça s'est fait, les différentes étapes? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'abord qu'il y avait un principe de réalité, c'est que je n'arrivais plus à développer l'événement, la fabrique, tout seul. J'avais besoin de quelqu'un, c'est un gros événement, tu vois, pour te donner une petite idée, hein, la Fabrique du Changement à Nantes, aujourd'hui, c'est un événement de 250 000 € à peu près, où tu travailles avec 5 régisseurs, tu as une 50aine de fournisseurs, de la scénographie, c'est complexe, faut trouver 110 intervenants, 70 ateliers, enfin c'est devenu une machine machin. Et là j'ai eu la chance de faire une très belle rencontre avec un jeune homme qui revenait d'Amérique latine, un sociologue de formation qui travaillait dans le secteur culturel et dans l'événementiel à Paris, qui venait de s'installer à Nantes, qui m'avait pas mal tanné via les médias sociaux, etc. Donc c'était chouette aussi cette insistance intelligente de sa part. Voilà, et donc pour le coup je lui ai proposé de devenir coordinateur général de l'événement de Nantes. Et par opportunité, sans qu'on le veuille vraiment au départ, il y a des territoires qui nous ont dit, donc par exemple la première ville qui a embrayé pour une édition locale différente de celle de Nantes, c'est Bordeaux, parce qu'ils étaient venus à Nantes et qui nous ont dit mais nous on adore, on aimerait monter ça à Bordeaux.
Voilà. Et il se trouve que j'ai eu des bonnes relations avec le département à Bordeaux qui a aidé à l'amorçage de l'édition bordelaise. Ensuite, il y a eu les Toulousains. Ensuite, Grenoble, puis Lyon. Lille, qu'on a développé nous-mêmes l'année dernière. Donc à chaque fois, il y a des collectifs, si tu veux, locaux. Et là, ils se sont pas mal inspirés des artisans du changement. Donc pour le coup, à Bordeaux, ça a donné la tribu du changement. À Namur, c'est les alchimistes du changement, pardon. À Lyon, c'est encore un autre nom. Mais donc, ils m'ont demandé au départ si j'étais OK pour devenir président d'un truc national, les artisans du changement, une fédération nationale. Et moi j'ai dit non. On a assez souffert les uns les autres du jacobinisme et du centralisme démocratique, du centralisme français. Donc c'est pas pour reproduire le merdier à partir de Nantes. Donc vous allez créer votre propre histoire, vous allez trouver votre nom, on va vous aider. On va vous transmettre nos statuts, on va vous faire part de nos échecs, de nos réussites pour que vous évitiez les principaux pièges de l'animation d'un collectif au départ. Et après, c'est à vous de créer votre histoire. Comment tu te fais rémunérer pour laisser travailler une licence. Comment je me fais rémunérer par les villes? Oui. J'ai pas voulu une franchise. Là aussi, il y a eu pas mal d'ingénierie qu'un avocat spécialisé pour essayer de trouver une formule. J'ai pas trouvé la formule de mes rêves, mais donc on est dans un contrat de licence en fait. Donc Bordeaux, par exemple, quand ils organisent la fabrique, ils me doivent une certaine somme, dont une partie est au titre du droit d'exploitation de la marque, et puis l'autre partie est au titre de tout ce qu'on leur fournit en outils de communication. Parce qu'en fait, nous, on pilote la campagne de communication, la conception de l'affiche, les médias sociaux, le community management, les relations presse. Oui, parce que ton staff, tu as besoin de le payer. C'est exactement ça. Donc moi, je répercute les frais de structure. C'est forcément... C'est en gros 10 000 euros par événement. Par événement. Tu vois, donc c'est pas... alors qu'ils ont 50 000 de billetterie ou 100 000 de billetterie. Enfin, donc c'est pas du tout des trucs dépassables. Puis surtout, eux, ils capitalisent immédiatement notre expérience, nos outils, nos machins. C'est-à-dire, ils partent pas d'un truc... ils partent pas comme moi en 2014. Je veux dire, Et aujourd'hui, évidemment que la conception et l'animation de tout ça, et on rajoute de plus en plus de services, on leur prépare les dossiers partenaires pour qu'ils aillent voir les sponsors, on leur fait des petits tutos vidéo, enfin, on leur mâche le travail pour que ça marche, hein, tout simplement. On a intérêt de toute façon nous à ce qui carbure, et ça, donc c'est des frais de structure, c'est voilà. Donc il y a une partie du salaire chargé d'un Thomas ou d'un Sophie qui est réaffectée sur les frais de structure répartis dans les interfabriques, comme moi d'ailleurs. D'accord. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Après, on court pas, nous, aujourd'hui, sur un développement tous azimuts sur les territoires pour engranger des nouvelles villes. D'abord parce que c'est à chaque fois du temps et de l'expérience avant de développer un territoire. Je considère qu'il faut 2-3 éditions pour rôder bien, tu vois, la manif locale. Pas mal de temps de transfert. Et si je développais trop vite, j'ai beaucoup de demandes. Hein. J'ai 4 demandes par semaine, Montpellier, machin, nanana. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi quel est ton bilan, où tu penses en être dans ce que tu veux développer? Alors je suis dans une étape de ma vie particulière. J'ai décidé cette année de faire une césure de 6 mois. Voilà, je considère qu'on est à l'étape de la maturité. On prépare la 7e édition nantaise. On dit souvent que pour les événements, pour les installer dans le temps, il faut avoir atteint la 7e édition. Donc j'avais envie d'amener l'événement à maturité pour que l'aventure continue, qu'il y ait de l'essaimage sur d'autres territoires, d'où la préparation par exemple de l'océan Indien, parce que ça a du sens d'aller à Saint-Denis-la Réunion où tu as 40% de jeunes au chômage, où tu as plein de problèmes sociaux, où tu as plein de trucs, et surtout où ils ne voient pas toujours beaucoup de gens venir de la métropole pour transmettre. Donc là, et là en plus c'est un projet qu'on va monter avec eux évidemment. Pour pouvoir faire ça, il fallait que je marque aussi un petit temps de pause. Donc moi je vais faire une pause personnelle de 6 mois. Grosse expérience aussi de transmission avec mon équipe, parce qu'elle va se retrouver là en pleine autonomie et agilité. Génial. Et ils sont jeunes, hein, ils ont 30 ans, hein, tu vois. Et ils envoient grave du steak, hein. Je suis super fier d'eux. Là, j'ai 2 pépites dont je suis très très fier. Donc après, tout est envisageable. J'ai envie qu'on se transforme en entreprise à mission. J'ai envie que mon équipe soit au capital. Donc là, continuer à développer la fabrique, marquer une pause quand même pour reprendre des forces, tu veux faire quoi pendant tes 6 mois là? T'as déjà des plans? M'occuper de ma santé parce que suite au burn-out et tout ça, j'ai eu des poses de stent cardiaque, tu vois, par exemple. Hein. Donc j'ai de la rééducation cardiaque à faire. Je veux m'ennuyer, me poser, lire de la poésie, regarder mes chats,
Regarder la nature, surtout aller voir la grande On verra, ville. je referai un point avec toi parce que au bout de 2 mois, je me demande si tu ne seras pas déjà parti sur créer un autre projet, réfléchir, faire mais des si, tableaux. mais si, c'est possible, une carte mentale. Moi, ça sera une carte mentale. Mais, Oui, pardon. oui, d'ailleurs, j'ai pas pu m'en empêcher. Tu vois, hier, j'ai à nouveau, oui, peut-être concevoir. J'ai envie de créer une chaîne de centres de bien-être en France et en Europe, en m'appuyant sur un grand groupe avec lequel je bosse beaucoup en ce moment. Et puis écrire un bouquin. Voilà. Sur quoi? Qui s'appellera Petit traité d'innovation managériale. Bon, si tu as déjà le titre, tu vas trouver ce qu'on mettre J'ai le dedans. titre, j'ai le plan dans ma tête, Ouais. j'ai une carte mentale sur le squelette, et puis il reste plus qu'à rédiger, quoi. Ok, Mais j'ai pas pris le temps, ça fait 2 ans et demi que je l'ai en tête. c'est top. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment, du coup, dans tes différentes expériences C'est-à-dire, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je pense que je serais resté un peu moins longtemps en collectivité locale, que je serais allé plus vite vers la structuration d'une entreprise, et que par contre, j'aurais vraiment essayé de bâtir une entreprise sans avoir à demander de l'argent. C'est-à-dire que je pense que le piège, c'est d'être endetté, c'est de demander de l'argent, c'est l'énergie que tu perds et l'agacement, l'envie permanente que j'avais envie de mettre des baffes aux banquiers, aux financiers de tout poil, aux IPRA normatifs, etc. Toi, Même si certains m'ont tendu la main, et ceux-là, je les remercie, mais... Donc, ce que je referais différemment, c'est de ne pas négocier, de ne pas endetter. Ce que j'ai fait pour la Fabrique du Changement, d'ailleurs, ce que j'ai un petit prêt d'honneur que j'ai eu avec Initiative Nantes, et je les en remercie parce qu'ils m'ont vraiment aidé sur l'amorçage. Mais par contre, très très peu de dettes d'entreprise, machin, et j'essaye de gérer l'entreprise en bon père de famille, comme mon budget perso, c'est en faisant le moins de dettes possible. En tout cas, le fait de pouvoir préserver ton indépendance et ton autonomie, en gros, finalement, c'est presque le schéma inverse de la surculture start-up où on dit faut accélérer, faut aller vite, machin, ça c'est une vaste connerie. Il vaut mieux consolider par étapes. Et ce que je retiens de l'expérience Human Connect, c'est qu'on aurait pu peut-être aller moins vite sur certains trucs pour vraiment consolider des étapes avant d'aller à la suivante. Mais ça, tu le sais qu'en te plantant, quoi, pratiquement. C'est un dosage qui est pas évident. Mais en tout cas, emprunter le moins d'argent possible et arrêter surtout si vous êtes dans l'innovation, arrêtez dans la mythologie de levée de fonds, machin, parce que finalement, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui passent leur vie à faire de l'ingénierie financière au lieu de développer leur business, au lieu de vendre, au lieu de voir leurs clients. Ok. Toi, dans ton travail au quotidien, qu'est-ce que tu constates? Quels sont les sujets qui intéressent le plus les entreprises aujourd'hui quand on parle de changement? Alors, à la fois les nouvelles façons de travailler, par exemple l'agilité, la facilitation, acculturer les managers à des nouvelles postures. Autrement dit, arrêter d'avoir des managers seulement experts, mais les accompagner pour qu'ils deviennent aussi experts en relations humaines. Parce qu'un projet réussi, c'est jamais un tableau Excel. C'est d'abord des hommes et des femmes qui font quelque chose ensemble et qui en ont envie ou pas. Et donc, une fois que tu as compris ça, et que donc, le manager, pour le coup, qui impulse ou manage le projet, il doit d'abord être un leader facilitateur qui donne envie, qui facilite. C'est-à-dire, ça revient à ce que disait mon manager de Microsoft, gérer son utilité. Comment je peux t'aider? Je ne suis pas là pour moi, ou je suis pas là juste pour faire des reportings au chef à 3 plumes. Je suis là pour que mon équipe elle se sente bien, et qu'elle soit engagée, qu'elle soit créative, et qu'elle ait envie, quoi. Et déjà, si je fais ça, c'est vachement bien. Donc, les entreprises qui nous posent des questions, enfin qui s'interrogent aujourd'hui, elles cherchent comment monter en compétence, faire monter en compétence leur manager, découvrir des nouvelles façons de travailler, dont le management visuel, dont la facilitation, et donc des formations. Et puis, beaucoup de recherche de sens. Parce que la période est complexe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les entreprises nous demandent aujourd'hui, ont conscience, de toute façon, qu'on ne peut plus faire tout à fait comme avant, qu'il faut s'adapter, changer, rénover les façons de travailler, les ambiances de travail. Et donc la question n'est plus, faut-il y aller, comme je disais tout à l'heure, mais comment on y va. Et donc ils sont vraiment beaucoup en demande d'apport de méthodes, de savoir-faire, de partage de pratiques, qu'est-ce qui se passe de bien ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pas bien aujourd'hui qu'on pourrait faire mieux. Travailler sur tous ces champs-là à la fois et imaginer ça dans le cadre du design organisationnel, c'est se poser la question de est-ce que j'ai les bonnes compétences aux bons endroits? Est-ce qu'on est bien staffé? Où sont nos points de progrès?
Est-ce qu'aujourd'hui mon organisation n'est pas devenue stérile à cause du millefeuille de process, de reporting illisible et des usines à gaz informatiques qu'on a mis en place? À mon avis 80% des boîtes françaises. Les grandes n'en parlons pas, c'est une caricature. Et en fait, comment, même quand je suis un porte-avions, je peux faire descendre des petits speedboats du bateau pour aller explorer des nouveaux marchés, des terrains nouveaux, libérer la créativité de mes collaborateurs. Et en fait, moi je fais le pari, hélas, je pense que la moitié du CAC 40 va se casser la gueule dans les 10-15 ans qui viennent. Ils sont totalement inadaptés au monde dans lequel on est, structurellement. Et c'est pas de leur faute, enfin, ils ont grossi, machin, etc. Mais ils sont à une taille aujourd'hui qui est très handicapante pour être réactif, agile, pour disrupter son modèle économique, imaginer de nouvelles choses, innover tout simplement. Et ils sont dans des univers sociaux complètement sclérosés, où les managers, alors ils ont un beau ticket resto à 12 euros, la soupe est bonne, etc. Mais tout le monde s'emmerde. Les gens font du présentéisme, font semblant de travailler jusqu'à 19h, la peur du chef à 3 plumes. Alors nous on s'amuse beaucoup, on truque les reportings. On prend les tableaux Excel et on remplace les cellules de chiffres avec merde à celui qui lit. Et on balance au N+1 pour voir ce qui se passe. Il se passe rien. Personne ne lit. Donc là on leur dit, bah, vous voyez, peut-être qu'en termes de design de l'information en interne là, plutôt d'avoir des reportings de 15 pages PDF, vous pourriez avoir un truc d'indicateur visuel. Pourquoi pas travailler avec un stagiaire de l'école du design sur... Voilà, on va travailler, nous, consultants sur le fond avec vous, sur les indicateurs dont vous avez vraiment besoin. Et la mise en forme, on va la travailler avec des experts pour que ces chiffres soient parlants, sexy, compréhensibles, transparents, communicables à vos équipes, pour que vous ayez tous le même niveau d'information. Et puis vous, ça va vous soulager mentalement, parce que vous aurez un reporting d'une page au lieu de 15 pages. Je peux te dire que quand on met ça en place, les codirmes, ils nous disent merci, quoi. Et puis, enfin, on les ramène en fait progressivement, parce que ça, tu vois, c'est du bon sens. En fait, moi, j'ai un beau métier, je vends du bon sens. C'est super simple, en fait. Vraiment. Et donc après, il y a peut-être la capacité de conviction, etc. Mais c'est juste faire dégager la tête du guidon et dire, là, les gars, là, vous compliquez, enfin, voyez vos process. Donc on fait des simplificatons. Par exemple, en interne, on fait des marathons créatifs, des simplificatons. On fait des hackings de projets. Donc c'est des simplificatons, c'est un temps dédié à... On prend les process et on cogite. On réinterroge. Ce truc-là, il sert à quoi? Il sert qui l'a demandé au départ? C'était fait pourquoi? Pourquoi aujourd'hui c'est 15 pages? Est-ce qu'il y a besoin d'autant d'indicateurs? Quels sont ceux qu'on retient? Alors déjà, est-ce qu'il est utile? Tout simplement. S'il n'est pas utile, on jarte. Pourquoi on le faisait? Alors t'as plein de gens, déjà t'en as 8 sur 10, ils sont même plus foutus de savoir quel est l'historique et pourquoi on fait ça en fait. Mais plus personne ne se pose la question. D'où les 35% de bullshit job qu'il y a dans les entreprises de plus de 500 salariés en moyenne. 35% de gens dont le job ne sert à rien en réalité. Et je suis pas heureux pour eux, parce que ils sont très souvent très tristes de la situation. Eux aussi, ils font, alors pas des burn-out, mais des burn-out. Leur boulot manque tellement de sens, et ils s'ennuient objectivement, quoi. Et puis surtout quand tu sais pas quoi raconter à tes enfants qui te demandent, c'est quoi ton métier, papa? Je fais des dossiers. Alors là, il vaut mieux... Voilà. Une phrase qui résume un peu ça, c'est derrière un camion l'autre jour, j'ai vu un gros camion sur la 4 voies, je trouvais ça génial. Le mec, il avait un panneau derrière, et une plaque assez sympa, avec marqué vous n'aimez pas les camions? Arrêtez d'acheter des conneries. et ben, dans l'entreprise, retrouver et imaginer que les entreprises puissent évoluer vers des entreprises à mission ou s'interrogent sur leur rôle social et sociétal, ça pour moi, tu vois, en termes d'avenir, c'est ce vers quoi j'aimerais aller pour la fabrique du changement, qu'on soit de plus en plus aussi et qu'on assume ce côté militant, mais militantiste qui a du sens, pas juste pour faire valdinguer le système, etc., mais juste parce qu'on n'a pas le choix. Et puis parce qu'il y a cette pression sociale forte et qui, je trouve, est bénéfique de recherche de sens. Une petite anecdote là-dessus que je trouve sympa, c'est j'ai un copain qui travaille au marketing de Philips et un jour il est muté à Eindhoven, au siège social de Philips, en Hollande. Et pour les top managers français et espagnols qui venaient d'être mutés en même temps que lui, dans la première semaine de leur arrivée, le directeur général monde de Philips, le chef à 12 plumes, vient les voir dans leur bureau, frappe à 5h30 et dit « Excusez-moi, je vois que vous êtes encore là, est-ce que vous avez un problème d'organisation ?» Et mon pote me dit, putain, quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que j'étais plus du tout dans le même environnement culturel. À la Défense, on partait tous à 19h, machin, fatigué, on arrivait chez nous à 20h30, et je voyais pas mes enfants. Et là, voilà, je retrouve une vie normale, et en fait, je suis beaucoup plus en forme sur mes heures de présence. Il y a plus d'activités sportives et tout ça. Enfin, je me sens mieux dans ma peau, quoi. Enfin, il se sent mieux dans sa peau. Ouais. Est-ce que tu as des sujets d'actualité ou de société qui te touchent particulièrement? Ouais, l'hôpital, la santé. Enfin,
pas mal de signaux faibles repérés sur le web et puis par mes propres missions dans ce monde-là, qui me laissent à penser qu'après les gilets jaunes, on va avoir les gilets blancs, parce qu'ils sont en train d'exploser, moralement, socialement, en termes de reconnaissance. Donc le monde de la santé va très mal, mais ça c'est pas nouveau, mais ça fait 2 ans que j'alerte. J'ai publié un article il y a 2 ans qui s'appelait le Santé 2. Lost in Management, le management en jachère. Ils sont en grande souffrance. Il n'y a pas que la question des moyens, il y a aussi des questions d'organisation, d'état d'esprit, voilà. Les structures qui pilotent tout ça, les ARS, sont complètement hors sol, complètement à côté de leur pompe. Il y a beaucoup de détresse, beaucoup de gâchis dans un environnement où il y a aussi des pépites. Et là, ils sont plus qu'au bout du rouleau. Donc, grosse alerte là-dessus, avec un risque d'explosion majeure du système de santé français. Ça marche. J'ai lu un truc sur la 5G, tu sais, enfin, on en parle. Un article qui présente la 5G en ces termes. Un bond technologique ouvrant la porte à une variété de nouveaux usages numériques, aussi bien pour le grand public que les entreprises. Il y a beaucoup d'enthousiastes. Il y a Je aussi pense des que gens j'ai lu le inquiets. même texte pour la 4G, pour la 3G et la 2G. Ah ouais. C'est la même promesse. Donc pour toi, ça changera pas. Moi, ça me grand-chose. fait bien marrer en fait. Enfin, là, je suis vraiment. Quand je disais que j'étais en digital detox, en coming out digital, c'est que bon. Alors, je reste convaincu que le média web est potentiellement un média formidable. Par exemple, ton émission, le fait de pouvoir partager un podcast, d'accéder au savoir, l'accès à la connaissance, de pouvoir faire un Skype avec Serge Marquis au Québec, je trouve ça merveilleux. Et tout ça, je ne crache pas dessus. Par contre, je pense qu'on est allé beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, et que notre cerveau n'a même pas les capacités d'absorption en réalité de tous ces usages, et qu'il y a beaucoup plus d'anxiogènes que de bénéfices, notamment par les notifications, etc. Donc la 5G, le fait que ça aille encore plus vite, ce phénomène d'accélération du temps, de cette pression mentale permanente et de cette injonction à l'efficacité et à la temporalité accélérée, est juste schizophrénique. Ne correspond pas à la nature profonde de l'homme, j'en suis convaincu. C'est tout le sujet du podcast qu'on a partagé avec Serge Marquis, l'émission On s'adapte, où on parle de gestion du temps et d'écologie personnelle. Qu'on peut trouver où ce podcast ? Qu'on peut trouver sur notre page LinkedIn de la Fabrique du Changement. Voilà, ou sur mon profil sur LinkedIn, François Badenès, ou celle de mon équipe, en tout cas. J'essaierai voilà. de mettre un lien dans la description. Ouais, je veux bien. Donc cette émission, elle était consacrée à la gestion du temps, la gestion du stress, et on partageait vraiment le même constat avec Serge là-dessus, sur l'accélération, y compris induite par le digital, et cette espèce de fausse promesse de progrès technologique. C'est-à-dire, après l'idéologie finalement capitaliste, on vit dans une idéologie collective qui est celle du progrès technologique qui va de soi. C'est-à-dire, ça s'impose à nous. Sauf qu'à un moment donné, on peut dire stop, on peut dire pause. Est-ce que tu vois des gens manifester dans la rue pour la 5G ? Ils peuvent plus tellement je crois pas. Donc voilà, tout ça c'est du joli marketing technologique, parce que il faut bien vendre des nouvelles versions, des nouveaux équipements, des nouvelles antennes, des nouveaux abonnements. C'est la culture du PIB et du développement, progrès constant, on augmente sans jamais s'arrêter, quoi. Ouais. Donc si on reste à la 4G, on n'augmente plus. Moi personnellement, je milite pour la mise en place du BIB, bonheur intérieur brut, plutôt que le PIB, parce qu'il me semble que le seul driver des politiques et des décisions publiques devrait être le bonheur des citoyens et le bien-être des citoyens. Toute décision qui va à l'encontre de ça ne devrait pas être éligible. Donc ça touche l'économie, l'écologie, l'environnement, l'urbanisme, nos modes de vie, nos modes d'habitat, la répartition des richesses, la mise en place d'un revenu universel. Enfin, il y a des solutions qui me semblent intéressantes à explorer. Et en tout cas, j'aime beaucoup le Bhoutan qui drive toutes ces politiques publiques à l'aune du BIB, avec un côté naïf assumé, mais que j'aime bien aussi. Mais finalement, faire de la politique, c'est aussi parfois travailler à l'expérimentation d'utopie. Donc j'aimerais qu'on s'en souvienne, parce que là j'ai l'impression qu'on est dans une telle fatalité entre la culture Hanouna et machin, on a l'impression que tout va de soi en fait. Donc l'abrutissement général des masses va de soi. C'est comme ça. Oui, parce que c'est du divertissement, donc on a le droit d'être stupide. On peut pas se divertir si c'est des choses intelligentes, bien entendu. Bah oui, bien sûr. Toujours pour rester un peu sur la 5G, là, on parle aussi de risques en termes de sécurité et d'espionnage avec Huawei, je sais pas comment on prononce. T'as un avis là-dessus ? Alors j'ai un avis, c'est que je m'en contre-tamponne
parce que comme il y aura vraisemblablement plus d'eau et d'électricité d'ici 25 ans, je pense que ça va régler tout un tas de questions sur les problématiques d'intelligence économique et de machin. Une image que je trouve intéressante, c'est Walter Bouvet, que j'aime beaucoup, qui est l'ancien fondateur de la revue Terra Eco, qui depuis a monté Openland à Nantes, au Web Today l'année dernière, a dit à tout le monde, pour ceux d'entre vous qui rêvent de Mars ou d'aller sur Mars, rassurez-vous, il n'y aura pas besoin d'y aller, de toute façon vous n'aurez pas le temps d'y aller. Technologiquement, Mars ça va être ici et maintenant dans 20-25 ans, vu que Bordeaux va avoir la température de Marrakech d'ici 5 ans. On est vraiment maintenant dans des échelles de vie, d'accélération des risques d'effondrement. Et en fait il disait, il interpellait tous les start-upers qui étaient dans la salle, il leur a demandé de lever les mains, de mettre leurs mains devant eux et de les tourner vers leurs yeux. Et il dit, regardez bien vos mains et demandez-vous ce que vous allez faire d'utile pour la planète dans les 5 ans qui viennent. C'est la seule question qui vaille. Donc vous pouvez toujours fantasmer sur vos applications, machin, la 3D, l'IA, les machins, la 5G, continuez à vous branler là-dessus. Voilà, quand il n'y aura plus d'électricité, vous allez faire quoi? Et est-ce qu'il vaudra mieux avoir un copain contrôleur de gestion ou start-upper ou un copain permaculteur ou sourcier? Donc tu es un peu dans cette vision décliniste ou... Ah ben moi, là on est à la fin d'un cycle, un vieux système qui n'a pas fini de s'effondrer, qui met toujours plus de temps que prévu pour s'effondrer, mais quel que soit l'axe d'analyse sociologique, économique, historique, la mise en perspective, elle est claire, quoi. Voilà. Et finalement, l'Empire américain, tu vois, par rapport à l'Empire romain, ça n'aura pas duré très longtemps. Ça fait 50 ans qu'ils se prennent des branlés, qui gagnent pas une guerre. Ils ont un pays surendetté, peuplé d'obèses. Enfin, tu parles d'un modèle, quoi. Enfin, moi, je pense que là, ouais, on est à la fin d'un cycle. Et puis, en plus, il y a une telle recherche de sens que le cycle, il s'impose à nous-mêmes. De toute façon, le cycle, il est aussi le cycle naturel. C'est-à-dire qu'on est on est en finitude d'une planète qui a épuisé ses ressources, et tout le système va à l'encontre de ça. Donc, on peut être dans le déni, mais voilà. Alors, pour autant, je suis pas non plus à m'autoflageller tous les jours sur la collapsologie, etc., parce que c'est assez déprimant. C'est ça le terme que je cherchais, collapsologie. C'est dur parfois, mais par contre scientifiquement, quand t'es un intellectuel, t'es obligé de lire ça quand même. C'est les rapports du GIEC, c'est machin, c'est pas là je parle pas de complotistes, on parle de réalité scientifique convergente. Regarde le mois de janvier, il a fait 14 degrés en moyenne tout le mois, enfin on voit bien, on sent même dans notre corps aujourd'hui, intuitivement, qu'il y a un truc qui déconne, qui va pas. Quand tu observes les oiseaux, quand tu vois les oiseaux migrateurs qui sont encore là alors qu'ils devraient être barrés depuis, enfin qui sont déjà revenus alors qu'ils devraient revenir seulement dans 3 mois, tu vois bien qu'il y a des dérèglements. Bref, derrière tout ça, je pense que plus que jamais la recherche de sens et la recherche de nouvelles solutions, où on revenir par exemple à des trocs de compétences, à du partage, à des organisations sociales plus petites, il y a des voies intéressantes à creuser. Il y a déjà plein de gens qui le font en fait. Il y a plus de 500 oasis en France, les oasis de Pierre Rabhi, des communautés partout, ça explose de partout. Moi j'ai plein de copains, mais même un des anciens fondateurs de la cantine numérique de Nantes avec moi, patron d'une grosse start-up nantaise, qui est parti s'installer dans la Drôme et qui est en décroissance. Moi-même, je commence ma décroissance. Ça va pas assez vite, etc. Mais enfin, on est nombreux quand même aujourd'hui à... Ok. Dernière petite news, parce que là, on a vraiment explosé le temps. Je suis vraiment désolé d'avoir empiété sur ton heure de déjeuner. Tu préfères quoi, Facebook dating ou les enfants youtubeurs comme dernière news sur laquelle je te fais réagir? Écoute, aucun des deux. Je suis en telle période de digital detox, si tu veux, que ça te touche pas ces trucs-là. Les deux m'inspirent un peu la même chose. C'est que aujourd'hui, il vaudrait mieux qu'ils se reconnectent à eux-mêmes et aux autres. Et je sais pas si tu as lu le dossier de Télérama sur ils vont payer l'addiction. Enfants, ils vont payer l'addiction. Non. Du mois d'octobre, qui était passionnant, qui rassemblait toutes les études dans le monde convergentes autour de l'analyse des usages du numérique dans les populations enfants et adultes. Ça y est, on y est, quoi. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 50% de perte de capacité cognitive des enfants aux États-Unis. C'est-à-dire que les enfants ont perdu 50% de capacité à apprendre en 10 ans. Donc on est en train de fabriquer des petits obèses avec de la semoule à l'intérieur, qui auront des grandes difficultés d'interaction sociale, dans le comportement, dans des troubles du comportement. Donc, ça affecte directement l'intelligence relationnelle, la capacité d'empathie et d'interaction sociale. Et puis en termes d'apprentissage, c'est du délire aussi.
Donc il y a des observations aujourd'hui d'enfants en crèche où avec un livre, on les voit swapper en fait. Non. Mais si. Oh putain. Donc là en ce moment c'est des anthropologues même qui tirent l'alerte et le dossier excellent de Télérama que je vous invite tous à lire, ils vont payer l'addiction, rassemble les études et parle de catastrophe sanitaire mondiale. Voilà. Donc arrêtez les écrans s'il vous plaît, sauvez vos enfants, arrêtez les écrans, donnez-leur d'autres choses, laissez-les s'ennuyer, n'ayez pas peur de les laisser s'ennuyer. Et puis surtout, arrêtez aussi d'avoir des activités dans tous les sens. Les gamins, ils ont des agendas maintenant. Alors, ils ont double poney, la trompette le soir. Là aussi, on voudrait faire surperformer les enfants de peur qu'ils s'ennuient ou peut-être qu'ils soient un peu trop demandeurs. Mais l'interaction, l'éducation, c'est aussi interagir avec son enfant, quoi. Tu vois, depuis que j'ai un gamin, j'en discute beaucoup et ce sont des sujets qui me touchent beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on est quand même de plus en plus à prendre conscience de ça. Et donc maintenant à être méfiant enfin, mais ça arrive un peu tard pour certains, parce que, pour pouvoir interdire aux enfants il faut que nous-mêmes on se passe d'écran. Exactement. Et donc moi en tout cas j'ai pris le réflexe de je rentre, je fous ça dans un tiroir, tant qu'il se couche pas, j'utilise pas mon ordinateur ou mon téléphone. Et après que tu aies des temps où tu en aies besoin pour le boulot, des projets, des machins, c'est tout, mais par contre quand tu es avec les enfants, tu es en présence authentique et réelle. Et là, il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus de médiation ou de risque de perturbation d'un écran, y compris tous les trucs dont on a pris le réflexe, moi compris, de genre, tu sais, tu cherches le nom d'un acteur, il jouait dans quoi lui? Et ben là, moi, par exemple, on a interdit ça à la maison en disant maintenant, c'est bon, quoi. Bah, on n'aura pas la réponse tout de suite. So what, quoi. On l'avait pas avant, on s'en passait très bien. Et arrêter toutes les occasions d'intermédiation écran, y compris parce qu'on veut des réponses immédiates. On va plus chercher dans sa mémoire du coup. Et puis, on oublie comment on va chercher le nom. Et elle te sert à quoi cette info de toute façon, puisque tu l'auras oublié dans 2 jours. Bref, donc là, voilà, remettre du bon sens, mais tu as tout à fait raison. Il faut que les parents travaillent sur une certaine exemplarité et en tout état de cause, explique le sens que ça a, quoi. Et puis voilà, les enfants seront pas contents éventuellement, mais c'est pas grave, c'est notre vie. Ils sont toujours pas contents d'un truc de toute façon. De toute façon, ils trouveront des trucs à te reprocher. Voilà. C'est partie du sale job. Ouais, mais tu vois, je passais ma journée à me dire ah putain merde, il est 18h, là c'est l'heure où il mange et moi je vais pas être là. Bon tant pis, allez, je rentre à 19h et tout. Puis une fois que j'étais arrivé, je reprenais le portable et j'étais là, attends, je regarde. En tant que parent, tu passes à côté d'un truc, quoi. Ouais, bah moi j'ai fonctionné comme ça aussi pendant 10 ans. Et alors, pour rétrospectivement, tu t'en veux vachement, tu te dis, bon, mais l'important c'est d'en avoir conscience à un moment donné. Oui, c'est ça. Et puis d'essayer qu'autour de toi, d'autres. Mais nous, tu vois, on parle des dépendances pour les gamins, mais nous aussi, en fait, à un moment, il y a un système, c'est prévu pour nous rendre addicts. Donc, mais c'est une addiction. Devient addict, ouais. Aux nouvelles cliniques nantaises, il y a un service addiction numérique. Il s'occupe de la coke. Ça, je savais pas. Il s'occupe de la coke, du MDA, du shit et du numérique. C'est une addiction comme les autres. À la fois physique, puisqu'il y a l'addiction oculaire à l'écran, ta dose d'écran bleu, en fait, ton shoot. Et puis psychologique, bien sûr, ta dépendance aux usages, à l'interrelation, à la représentation mentale que tu as de ton rôle dans la société, notamment par les médias sociaux. Et toutes les constructions artificielles qui se sont faites autour de ça, quoi. Enfin, la génération Hanouna ou les tweetos, Gravos, toi bien. Enfin, moi j'ai complètement arrêté les médias sociaux, sauf LinkedIn, que je continue à trouver passionnant, parce qu'il y a des belles communautés, des interactions. Twitter, complètement débarrassé. C'est que de l'émotion et de l'instantané, c'est vite, c'est creux, c'est anxiogène, c'est de la grosse merdage, j'ose le dire. Au bout de 2 échanges, en moyenne, il y a des insultes. Oui, le point Goldwyn, là, il met même pas 3 étapes à venir. Enfin bon, bref, c'est de la caricature. De toute façon, c'est pas de l'intelligence collective et c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir participé. Je t'en prie.